Je règle ma caméra. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui relève de l'entrevue. Et aujourd'hui, on est avec Kevin de Doc It Yourself. Bonjour Kevin. Bonjour à vous. Merci d'être venu. Et Alex, tu as une petite présentation Oui. de notre invité. Donc oui, tu es un des créateurs de Doc It Yourself ou le créateur de Doc It Yourself. Je suis le fondateur, et un des créateurs. Et un des créateurs. Donc Doc It Yourself, c'est un départ, un collectif de cinéastes initié en 2015, dont l'objectif est de fournir un accompagnement et des moyens de production et de distribution alternatifs et collectifs. En 2019, vous créez en Suisse une société de production et de distribution qui s'est depuis étendue en France depuis 2023 avec une succursale à Paris, il me semble. Exactement, avec le petit ajout que c'est une boîte de production à but non lucratif. C'est une association. Oui, c'est ça, je me demandais, est-ce que tu aimerais rajouter, en tout cas, peut-être cette petite présentation succincte, ou en tout cas, comment on arrive à créer Doc It Yourself, peut-être. Et c'est quoi la différence entre créer et fonder ? Fonder, c'est avoir l'idée qu'elle mûrisse et qu'elle devienne, avec l'aide d'autres personnes, quelque chose de concret, je dirais. Parce que je suis parti en 2015 faire un tour du monde, je n'étais pas satisfait de ma vie ici, et je me suis dit comment créer quelque chose qui me convienne. Et pendant ce voyage, j'ai rencontré Collab Feature, un collectif aux États-Unis, à Détroit, qui font des films en groupe. Donc on a fait un film à 40 réalisateurs de 25 pays différents. J'ai trouvé ça génial, beaucoup trop compliqué. Et je me suis dit comment le faire à plus petite échelle et d'une manière plus humaine, qu'on soit plus un collectif que des concurrents. C'est de là que tout part finalement. Est-ce que le film, c'est Train Station, Train Station, voilà. Ouais. C'est vrai que c'était... Quand j'ai vu le film, je me suis demandé comment vous aviez fait. Je suis arrivé sur le film était déjà tourné, ils devaient retourner des scènes qui ne fonctionnaient pas. Ils ont mis 5 ans pour le faire. Moi, je suis débarqué, j'ai quand même tenu 2 ans. L'idée, c'était d'avoir un film écrit collectivement, mais avec une trame, une idée, et puis chacun apportait leur idée, on votait. C'est pour ça que ça a pris 5 ans à le faire. Et après, moi j'ai eu tout d'un coup 2 minutes du film à faire. On m'a dit t'as le choix entre plusieurs scènes. Moi j'ai choisi celle qui me paraissait le mieux parce que j'étais en train de voyager, je voulais pas quelque chose de trop compliqué. Et l'idée c'était comment faire en sorte que les gens comprennent que c'est toujours la même histoire alors que c'est pas le même acteur, c'est pas le même réalisateur, c'est pas la même façon de tourner. Il y a des professionnels, il y a des amateurs. Et avec toute l'idée de comment faire un film et le financer sans argent. Un peu contradictif, mais 2 minutes de film pour chacun, ça coûtait moins cher que de financer tout le truc. Donc on a tous un peu autoproduit à notre manière. Wow, et du coup, tu reviens en Suisse avec cette expérience et après, qu'est-ce que tu fais ? Tu en parles avec des amis cinéastes ? Exactement, je ne savais pas encore comment ça allait évoluer, mais ça m'avait vraiment inspiré à créer quelque chose de moins compliqué. Et justement, cet aspect de collectif, le problème en réalisant des films, en tout cas des documentaires, c'est qu'on se retrouve très seul à faire des choses et on a très peu de retours. Donc on est confronté à nous-mêmes et on ne sait jamais faire les bons choix. Et là, l'idée d'être ensemble, de s'entraider, de donner des retours, de se critiquer les uns les autres. J'ai rencontré quelques amis de Neuchâtel de longue date pour former le noyau. Et après, ça allait petit à petit dans différentes directions. Déjà avec l'idée de produire ensemble. Et après, il y a eu le cinéma tout-terrain, le festival ambulant qu'on a créé qui est né de ça. Donc d'abord, c'était le festival avant la production. Non, d'abord la production, mais la production était terminée après que le festival soit créé. C'est que l'idée était inversée. La production, c'était un peu plus compliqué que prévu. Le festival, alors que c'était 2020 en plein Covid, on s'est dit allons-y. Et ça a tout de suite fonctionné parce qu'il y avait très peu de possibilités, qu'on le faisait à l'extérieur, etc. Et certains dons, certaines fondations, dont la loterie, certaines villes, nous ont aidés à créer pas à pas et nous suivent encore aujourd'hui pour créer un cinéma, une distribution un peu alternative à ce qui existe, mettre en avant des films suisses qui n'ont pas la chance de briller dans les grands festivals, mais qui ont un potentiel, selon nous, à être regardés par un public
large. Est-ce que pour toi, c'était ça l'idée ? Il y avait un peu un manque dans l'accompagnement, la production, la distribution des films documentaires, notamment en Suisse, et tu avais un peu l'ambition de pallier ce manque-là ? Oui, alors sans la prétention de réussir vraiment à faire ce que les salles ou les grands festivals font, mais c'est souvent vu des films qui n'avaient aucune tournée, vraiment rien, parce qu'ils ont autoproduit. Souvent, le problème des festivals, c'est que les films sélectionnés sont souvent des films qui ont reçu de l'argent. Et c'est bien dommage. C'était l'idée, moi j'aime bien ces films qui disparaissent sans être vus. Donc c'était un peu leur donner une petite vie, surtout pour les réalisateurs qui débarquent dans ce monde un peu violent des fois, qu'on se rend pas compte à quel point ça peut être difficile d'avoir une idée et de réussir à la montrer. Il y avait aussi cette idée, en fait, c'était un peu mon parcours qui voulait ça. Je faisais des films, mais je pensais jamais à les montrer. Et beaucoup d'autres réalisateurs sont comme ça aussi, ou réalisatrices. Et je me suis dit, en fait, il faut réfléchir à ça aussi, comment montrer les films pour des réalisateurs qui étaient comme moi à l'époque, qui ne réfléchissaient pas plus loin à faire le film, parce que c'est ça qui nous plaît, avant tout. Je connais très bien ça, parce que moi j'ai autoproduit justement un film, et j'ai fait face justement à ce monde des festivals où tu envoies ton film par des plateformes ou des choses comme ça. À chaque fois, tu payes $20, $50, $100 des fois pour Locarno, par exemple. Et ça balance. C'est pas ça balance, mais en vrai, c'est une réalité que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas, parce qu'on se dit les films sont sélectionnés et puis c'est comme ça. Mais non, il y a une industrie de l'envoi de films derrière. Et c'est vrai qu'après, tu refus. Et puis, tu dis, j'ai un film sur les bras, qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Surtout quand on passe, moi, mon premier long métrage, Alterna Suisse, j'ai mis 7 ans à le faire et j'ai galéré à le distribuer. Même si on avait fait une boîte de distribution entre-temps, c'était plus dur que je pensais. Je me suis dit, facile. Moi, naïf, comme beaucoup de personnes qui se disent, tout est facile. Mais ça m'a permis aussi de me réaliser la difficulté de la chose et d'être bien accompagné en distribution aussi, de ne pas prendre ça trop à la légère. Et voilà. Et peut-être, si tu es d'accord, d'expliquer un petit peu, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent pas nécessairement ce que ça veut dire distribuer un film. Et c'est quoi la difficulté dans le fait d'avoir un film distribué, et pourquoi est-ce que du coup, j'ai lu sur le site de la RTS que ton association visait à accompagner les indépendants à autodistribuer leurs projets, et en quoi ça consiste de s'autodistribuer ? Alors, des grosses questions. Si j'oublie, parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs questions. Alors, distribuer, c'est mettre en valeur le film par de la promotion, réussir à toucher le maximum de gens qui peuvent être intéressés à voir ton film, à le voir en salle, à la télé, en festival, sur les plateformes de streaming et autres, j'imagine YouTube, etc. Mais c'est pas de la vraie distribution selon moi. Et tout le challenge, en gros, c'est de réussir à faire en sorte que les gens viennent voir ton film et de trouver des recettes. Parce que, en gros, y a plusieurs sortes de distribution. Une distribution directe, comme on fait, autodistribution. Donc, ça fait 50-50 avec la salle, plus ou moins. Après, on peut en discuter, ça peut être 60-40, etc. Après, s'il y a un intermédiaire, c'est 50% des 50% des 50%, etc. Donc, les personnes qui produisent ont une mini marge de profit. Et nous, l'idée un peu d'autodistribuer, c'était un peu casser les personnes au milieu pour rémunérer au mieux les artistes et les producteurs aussi, parce que c'est quand même un travail assez difficile dont on ne se rend pas compte souvent de leur travail. Et du coup, il y avait d'autres questions. Non, je pense que tu as bien répondu. Merci. C'était exactement ça que je me demandais. Oui, et ça me vient en tête qu'on a parfois l'impression que, quand on travaille dans le milieu du cinéma, plutôt, on a l'impression que c'est un milieu qui est très compétitif. On est tout le temps mis en compétition. Par exemple, si on a du financement, c'est que quelqu'un d'autre n'a pas eu le financement. Si on est sélectionné en festival, c'est que quelqu'un d'autre n'a pas été sélectionné en festival. Comment... vous, en tant que collectif, vous évoluez dans ce milieu qui nous pousse tout le temps à nous mettre en compétition les uns avec les autres ? On essaie d'aller dans le contresens. Déjà, accepter qu'on n'ait pas l'argent qu'on veut. On a fait notre premier
prod avec 10 000 balles, ce qui est déjà bien hein, pour une première prod, mais comparé à ce qu'on aurait voulu, c'est pas grand-chose. Ça nous a défrayé et puis permis de faire les choses proprement. Comment on évolue Est-ce que je peux te demander de reposer la question? Je crois que je me suis c'est dans un milieu qui, même parce que j'ai l'impression que même quand on ne veut pas être mis en compétition, le fonctionnement du système fait que on se met en compétition les uns avec les autres, parce qu'en plus, plus tu es sélectionné en festival, plus tu as d'argent, plus tu as d'argent. Donc quand on essaye un peu de casser cette compétition, comment on peut s'y prendre en tant que collectif C'est dur. On est dans un monde très individuel et je le remarque aussi avec ma propre asso. Des fois, il y a des personnes qui disparaissent à un moment et c'est compréhensif parce qu'on a aussi des projets personnels. Mais c'est en créant des projets ensemble, en discutant, en prenant le temps, en acceptant qu'on ne soit pas d'accord. Surtout ça, je pense. Et en faisant des projets sans argent aussi, je pense que notre idée, là, on commence gentiment à lancer des projets où on ne veut pas chercher de financement, c'est juste avoir du temps pour créer des choses simples qui ne prennent pas beaucoup de temps. Et pour évoluer, s'entraider, et tout simplement, je pense qu'il faut avoir quelques casquettes aujourd'hui, parce que si on travaille ensemble, on peut s'entraider sur nos projets et être financé finalement. Moi, je suis à la base chef opérateur, donc je suis toujours content quand quelqu'un me demande de faire des images de son film. C'est un peu dans cette manière-là, et aussi ne pas vouloir trop en faire. Je pense qu'aujourd'hui, on croule dans les informations, dans tout, on croule sur le nombre de possibilités. Vaut mieux moins faire, mais mieux. Et de temps en temps, se lancer dans un petit projet entre amis, c'est super, ça soude. Et on apprend de nos erreurs, parce que moi, mon film, ça m'a permis aussi de partager mes erreurs aux autres et leur dire, quand vous distribuez votre film, peut-être commencer plutôt par un festival un peu plus prestigieux, sans vouloir faire de mauvaise pub. Ce ne serait pas à Soler que j'enverrai mon premier film. Eux, ils l'acceptent 1 an ou 2 ans plus tard. Ce serait plutôt à Vision du Réel, par exemple, que j'enverrai plutôt. Il faut réfléchir un peu à un ordre de qui va toucher plus les autres et faire plus de pub pour nous. Et au niveau de l'entraide, je pense que c'est en devenant aussi, en formant des amitiés à travers l'art, et en se réjouissant des victoires des autres, en ne voulant pas toujours ne pas jalouser les autres. Je pense que c'est un problème de société, ça aussi, c'est qu'on jalouse le bonheur des autres, et plutôt s'inspirer et prendre ses énergies et se les échanger pour pas tomber dans une dépression artistique, en tout cas dans le cinéma. Voilà, j'ai pas de formule magique, c'est un peu ce qui me sort un peu spontanément là. C'est des bonnes observations. Et du coup, comment ton collectif il est structuré? Et si quelqu'un a un projet, par exemple, dans le collectif, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une sélection qui est faite? Voilà, comment vous vous êtes créé? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas une structure fixe et que... mais je vais essayer d'expliquer au mieux. On a une structure festival. On est 6 environ depuis bientôt 6 ans, depuis 2020. Et à la base, c'était moi qui étais la locomotive. Et à force, je leur ai dit, répartissons-nous un peu les tâches, que chacun ait un peu ses trucs à gauche, à droite. Donc on a maintenant une équipe qui s'occupe de la région de Neuchâtel, une autre de la région Lausanne et environ, et une troisième qui essaie de faire d'autres dates. Et du coup, ça fait moins de boulot pour chacun, et il y a toujours quelqu'un, il y a quelqu'un qui a repris un peu ma place de comment on appelle ça, superviseur, on va dire. Coordinateur, j'allais dire. Qui regarde qu'il n'y a pas quelque chose qui manque quelque part. Mais on va faire une année de pause l'année prochaine pour un peu réfléchir comment on peut faire évoluer, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche bien. On a pas mal de succès en fait au niveau de notre écran. On le loue maintenant, et il y a pas mal de gens qui nous le demandent à le louer. Donc ça fait aussi des collaborations. On crée des collaborations, on essaie d'aller vers d'autres associations. Ça d'ailleurs, je voudrais bien en parler tout à l'heure. On est en train de créer une nouvelle association de réalisateurs qui s'appelle Farsi. Je voulais juste en toucher un mot, mais je pense bien sûr, oui. Si je tu veux en parler. termine encore la question.
Il y a une deuxième structure, c'est plus dans la production. À la base, on apporte un peu tous nos idées, puis on vote pour l'idée qui fonctionne le mieux en commun. Et avec le temps, on n'en a pas fait beaucoup, parce que ça prend plus de temps et il y en a qui nous quittent en cours, il y en a qui arrivent en cours, donc on voit toutes les difficultés qu'il y a à faire ça en collectif s'il n'y a pas assez de structure. Et du coup, on a fait un peu des projets plus ouverts, plus faciles, où tout le monde peut rejoindre à n'importe quel moment. Et s'il y a quelqu'un avec un projet qui arrive, c'est aussi possible, mais on est déjà bien occupé. On essaie d'aider comme on peut, à donner des retours, à tout bêtement. Il y a Cal qui a fait un long métrage de fiction, un nouveau membre. On ne pouvait pas l'aider à proprement parler, mais on lui a fourni un peu de matériel. Il y a certains qui sont venus pendant certains jours de tournage et on lui a donné plein de retours sur comment mettre en place et un peu trouver des financements. Donc on aide comme on peut et c'est pas toujours de la manière dont les gens espèrent, mais finalement les gens sont assez contents parce qu'ils apprennent plein de choses avec nous. Mais est-ce que vous avez toujours donc par exemple un réalisateur avec une comme les hiérarchies classiques du cinéma, dira-t-on, ou est-ce que aussi vous repensez un peu ces éléments-là classiques du cinéma? Essaie de casser ça justement. Mais c'est ça qui est dur parce que on a tous un peu des égos, tous et toutes des égos. Et pour faire des choix, des fois c'est déjà assez difficile. Et une des idées qui a assez bien marché, c'est d'avoir une série documentaire où chacun fait un épisode. Chacune fait un épisode. Et là, chaque personne est responsable de sa partie sans que ça soit trop complexe. On essaie de trouver une ligne rouge. Et justement, ça passe par le vote pour savoir le nombre de personnes qui est le plus intéressé à rejoindre cette idée. Et après, on essaie de former une mini-équipe de production, qu'il n'y ait pas une seule personne qui fasse le dossier, parce que ça prend du temps et de l'énergie. C'est pas super drôle à faire, je trouve, personnellement. C'est sûr. Voilà. D'ailleurs, on est à la recherche de gens qui seraient intéressés à nous rejoindre dans la production. Je lance un petit message. Si ça les intéresse, des gens qui se forment, ou assistants ou assistantes, ou quoi que ce soit, ou n'importe quoi. On cherche des nouveaux membres aussi pour un peu de sans frais et d'idées nouvelles. Et est-ce que Génération Sacrifiée, par exemple, ça faisait partie d'une série avec un réalisatrice par épisode ou... Ça, c'était mon idée. Et je voulais inclure les gens parce que ça est venu un peu du jour au lendemain et c'est un coup de cœur qui m'est arrivé où je me suis dit je me lance directement. Je voulais assimiler d'autres personnes pour me rejoindre, mais ça n'a pas marché comme je voulais. Du coup, il y a eu un caméraman qui m'a aidé, on a un ingé son qui m'a aussi aidé. Et c'est tout. Donc c'était un peu mon bébé. Et si les personnes aussi, comme j'essaie de les inciter, c'est un peu l'idée de mettre l'étiquette de Kit Yourself. Si vous avez des projets pour un peu plus rayonner, on en parle, on essaie de mettre en avant aussi pour la distribution. On est une boîte de distribution, ce qui veut dire aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en tant que distributeur, ça compte le nombre de places en salle. Donc on a droit à des aides si on arrive à plus de 2000 entrées et que c'est prouvé que c'est un film suisse. Donc il y a quelques avantages à ce niveau-là et c'est plus ou moins 50-50%. Mais je m'éloigne de la question initiale, j'ai l'impression. Non, c'est bien, puis ça me permet de poser une autre question que je voulais te poser, c'est que du coup, vous commencez en 2015 en tant que collectif associatif et après en 2019, vous devenez une entreprise de production et de distribution, si je ne me trompe pas. Alors, ouais, je vous l'ai un petit peu vendu comme ça, mais c'était un peu moi seul en 2015 et au fur et à mesure, en 2019, il y a eu le collectif qui s'est greffé, qui est né. Do It Yourself, c'est le nom qui est né en 2015 et que j'ai emporté en faisant mon tour du monde pour voir si je trouvais des réalisateurs, réalisatrices autour de la planète. Et je me suis dit, c'est un peu compliqué. Restons en Suisse déjà. Ok, donc c'est plutôt en 2019 que finalement tout s'est ancré. Parce que je me demandais justement, mais du coup ça marche moins comme question, mais comment on passait d'une association à une entreprise, parce que je crois que c'est quand même des démarches à faire en Suisse. On a tout fait d'une fois. Tout fait d'une fois, ok, du coup c'était plus simple. Avant, on s'est renseigné, il y avait quand même 2-3 personnes sans être tout de suite de la partie qui m'ont aidé. Et
on a de la chance aux Suisses qu'en tant qu'association, on peut s'inscrire au registre du commerce qui nous permet de s'inscrire au registre des producteurs et au registre des distributeurs sans devoir payer quoi que ce soit. C'est une grande chance. En France, en Belgique, ils n'ont pas ça. Pas que je sache, en tout cas. Ça a été fait d'une fois, mais avec toute l'idée de vouloir distribuer et de produire et de voir comment ça va évoluer au fil du temps, parce qu'il y a encore plein de réflexions à ce niveau-là. Et je peux rebondir sur mon idée de tout à l'heure sur l'association d'associations qui s'appelle Farci, F-A-R-C-I. Je me souviens plus. Presque comme la langue, s'il y avait un S. Fédération des réalisateurs, réalisatrices, romans de cinéma, un truc comme ça, je me souviens plus exactement. Donc c'est pour l'instant 6 ou 7 associations qui sont mises ensemble pour créer une association d'associations de cinéma indépendant. Et l'idée, ce serait idéalement de faire un long métrage à plusieurs réalisateurs, réalisatrices, de faire des workshops, de faire des projections ensemble, et de faire des choses en commun pour avoir plus de poids et plus mis en avant à différents niveaux. On n'a pas encore signé le papier les statuts et tout ça, qui va être fait en janvier. Mais si d'autres associations ont envie de rejoindre Farci, n'hésitez pas à me contacter, je vous fais le lien. Et moi, je vous passe volontiers les contacts des autres associations si ça vous intéresse. Trop bien. C'est posé. Voilà. It's out there now. Oui, on peut continuer un peu sur l'aspect peut-être plus matériel, mais est-ce que le fait de réaliser en collectif, en tout cas de fonctionner en tant que collectif, ça change quelque chose dans la recherche de financement ? Est-ce qu'il y a des financeurs qui peuvent être refroidis en disant « Ah, ça c'est un collectif, nous on finance pas ce genre de projet, on préfère qu'il y ait un réalisateur identifié » ou comment est-ce que vous pouvez peut-être pirater en tout cas ce système, jouer avec les règles C'est plus difficile, en effet. C'est quelque chose qui n'existe pas pour l'instant. Moi, je crois fortement que ça va devenir quelque chose qui va devenir la règle après un certain moment. Donc, il faut qu'on fasse un chemin là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup d'acceptation. Cinéforum avait refusé, mais avait argumenté. Il n'y avait pas tout le monde qui avait voté contre notre projet. Enfin, ils aiment notre enthousiasme, ils comprennent le concept. C'est déjà pour nous une première victoire, bien qu'ils aient refusé de nous donner des fonds. Bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et après, comment faire en sorte que... y a quelques films qui sortent aussi, gentiment. Je n'ai pas les titres en nom, les noms en tête, mais des films suisses où il y a plusieurs réals dessus. Ça commence à se démocratiser, j'ai l'impression. Il faut juste donner confiance à ces financiers pour leur montrer, en fait, ça va être encore mieux parce qu'on va mettre plusieurs couleurs différentes alors qu'une personne aura une idée en tête. Nous, on va donner plusieurs points de vue pour pas avoir un truc binaire comme on en a l'habitude aujourd'hui, c'est soit chaud, soit froid. Non, nous, on a plein de gens qui pensent différemment. D'où l'idée de ma série aussi, Génération Sacrifiée. C'est pas tout le monde qui a la même idée, un peu tout le monde a un peu son point de vue. L'idée, c'est de faire mûrir cette idée et d'être patient aussi. Ça fait partie du cinéma. Mais toujours dans cette super interview que tu as fait à la RTS, j'ai lu que tu disais, ou que Doc It Yourself disait que les images sont devenues des objets de consommation et qu'il y avait une idée de pallier ou de contrer ça. Je me demandais ce que tu entendais par là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, les images sont des objets de consommation et comment on résiste à ça ? C'est... on pourra en parler pendant des heures, je pense. Disons que je pense qu'aujourd'hui, on a plus envie de regarder quelque chose qui nous divertit, qui nous fasse réfléchir. Je pense aux courtes vidéos de 30 secondes sur les différents réseaux sociaux que je ne vais pas nommer pour ne pas leur faire de la pub. Et que notre attention n'arrive plus à se concentrer sur un film. Les gens, quand ils vont au cinéma, ils regardent leur téléphone, ils sont impatients quand on est à la maison. Même moi, ça m'arrive, des fois, je regarde un film. Bon, des fois, ils ne sont pas toujours bien, mais j'ai envie de faire autre chose. Et c'est comment rendre intéressant et instructif, parce que je pense, d'une manière générale, ce qu'on veut quand on consomme ces vidéos, c'est que ça nous fasse évoluer et pas que ça nous abrutisse. Et j'ai l'impression qu'il faut trouver un peu le déclic entre les deux. Comment rendre intéressant quelque chose
sans que ça soit de la consommation qu'on oublie facilement, comment marquer les esprits. Et ça, je pense que c'est en dehors des écrans qu'on a l'habitude de regarder, c'est plus dans le contact, ce qu'on fait avec notre festival, c'est faire du cinéma itinérant là où il n'y a pas de cinéma et avoir un échange, une interaction, un peu sortir un peu des sentiers battus. Je dirais ça pour une courte réponse. Je peux continuer si vous voulez. Si tu as envie, oui, c'est... J'aurais envie, mais... j'ai une anecdote qui peut-être... moi, j'ai assisté du coup à une projection de quelques films qui ont été faits avec la maison de quartier de Prélat, si je ne me trompe pas, du coup, qui était produit par Do It Yourself, je pense. Et il y avait notamment une bande-annonce qui avait été faite dans un projet de faire plus de films sur les quartiers de Lausanne. Et il y avait les jeunes du quartier qui étaient là et qui ont vu la bande-annonce et qui se sont vus en fait dans le film. Et à la fin, il y a eu un silence et il y a un ado qui a demandé un peu d'une voix timide en fait, est-ce qu'on peut revoir la bande-annonce? Et j'ai l'impression que le fait que c'était leur quartier, les gens qui connaissaient, qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, il y avait un truc où ils regardaient vraiment les images et c'était pas cette attention en flux que tu décrivais, il y avait vraiment une attention pour l'image en tant que telle. Oui, c'est quand on sent un appel, je pense que c'est ça de manière générale dans la vie. On sent un appel, ça peut être un appel artistique, comme pour nous, j'imagine. Là, je suis en train de tourner un documentaire en France sur des moines religieux, donc l'appel du Christ, l'appel de n'importe quoi. Je pense qu'il faut juste suivre ce qui nous fait vibrer. Et aujourd'hui, on a un peu tendance à se perdre. Et des fois, des images, comme tu viens de si bien le dire, c'est que on peut se refléter, on peut se reconnaître, et c'est ça qu'il faut faire exactement. D'ailleurs, c'est Josué Hotz qui a organisé cette soirée. Lui, il est très intéressé à partager son amour de cinéma aux enfants, donc il est à fond dans cette optique et il organise de plus en plus des soirées pour les enfants où ils peuvent créer eux-mêmes leur propre film qui sera diffusé. Donc il y a un peu comment approcher avec certaines thématiques les gens. C'est encore une réflexion et je pense que c'est quelque chose qui va encore travailler un moment. C'est un peu comme pour les vinyles ou certaines choses un peu plus anciennes. On a envie de se rattacher à quelque chose de plus réel. Moi, c'est les livres, par exemple. Je n'arrive pas à avoir un écran. J'ai besoin de sentir le papier. Et je pense qu'à un moment, on sera tellement déconnecté qu'on aura besoin de se reconnecter à certaines choses. Et on pourra faire la différence entre le vrai du faux, si je caricature un peu. Parce qu'on a... Oui, puis j'ai l'impression que du coup, ça passe aussi par avoir un cinéma beaucoup plus qui s'ancre dans un endroit comme là, avec la maison de quartier, où on allait filmer le quartier avec les gens, et que c'était pas juste on va filmer les gens, c'est on passe la caméra aux gens, on leur montre les outils, puis c'est eux qui vont se filmer. Ce sont les protagonistes à leur propre film. C'est un peu ça, et dans des films, c'est aussi ça. C'est montrer des personnes qui nous ressemblent. On a tellement envie de montrer des gens milliardaires à qui on a envie de s'identifier. Et au début, on trouve ça super beau, en fait, de manière générale. Je pars dans la société, puis à un moment donné, on trouve qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, parce que ça ne résonne pas, c'est creux. Comment faire pour raisonner un peu mieux? Ça, c'est une question que je n'ai pas encore toutes les réponses, mais on y travaille. Mais pour te relancer sur ce que tu disais sur les images avant, tu disais images de consommation. Ouais. Très rapidement, de ce que tu as expliqué, vous avez pensé à faire un festival, ou en tout cas à aller à la rencontre des gens. Et donc, c'est aussi cette idée que le cinéma, c'est pas que de la production, c'est aussi des rencontres, c'est aussi du dialogue, de regarder ensemble. Et peut-être qu'il y a une solution ici à cette consommation, c'est ne pas regarder les images tout seul, mais les inclure dans un cadre où on peut en discuter, c'est pas juste un flux. Même un film, parce qu'aujourd'hui, on regarde un film, et puis on l'arrête, et après on en regardera un autre peut-être le lendemain, et ça rentre aussi dans une forme de flux. Mais avec les festivals ou les rencontres, on sort aussi de ce mode de consommation-là pour en créer d'autres. Peut-être que c'était ça votre idée. Oui, c'est exactement ça. C'est aller vers le public. Et ce qui est dur en tant que cinéaste, contrairement aux musiciens, c'est qu'on ne performe pas devant les gens. Donc, à moins qu'on fasse des ombres et des trucs, musique live qui peut être chouette. Mais
Il y a un peu ce rapport avec le public, comment se connecter à lui et comprendre, parce que souvent on écrit un truc, on fait son film, on le comprend d'une manière et on voit quelqu'un qui l'a compris d'une toute autre manière et ça nous apprend à nous-mêmes quelque chose. J'ai beaucoup appris de mes propres films par le regard des autres. Et je pense que c'est par ça, c'est par le fait que les gens peuvent pas acquérir, mais se prendre le film pour eux-mêmes, que ce soit leur moment, qui fasse partie d'une manière ou d'une autre de l'œuvre. Est-ce que tu trouves que le public est réceptif à ça et en attente, en tout cas est content d'avoir ces nouveaux modes, en tout cas pas ces nouveaux modes, mais on peut dire nouveau, mais ces différents modes de réception du film aujourd'hui? Je pense que oui, parce qu'il y a de plus en plus de petits festivals de projection, il y en a dans tous les sens maintenant, j'ai l'impression, un peu comme tout, en été, on a un peu du mal à réfléchir à un moment où il faut faire nos projections parce qu'il y a tout le temps quelque chose. Et je pense que les gens ont besoin de ça. Les festivals, en tout cas, j'aime bien souvent un certain festival un peu plus gros, plus petit, mais ils sont tout le temps blindés, j'ai l'impression. Les gens aiment ça, se retrouver, ne pas regarder un film seul. On parlait du cinéma dans les salles aussi. Il y a eu un moment où, pendant le Covid, on s'est dit plus personne ne va revenir en salle. Et je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, mais en France, c'est plus le même public depuis le Covid. C'est les gens plus jeunes qui y vont. Les plus âgés, ils vont moins. Et les plus jeunes, ils vont parce que c'est un nouveau moyen de sortir, d'être ensemble. Je pense que c'est un peu un des leviers sur lesquels il faut tirer. C'est de faire une expérience et pas seulement un moment où tu regardes ton film et tu rentres, mais essayer d'inclure le spectateur et pas seulement voir les rentrées d'argent. J'en discutais avec quelqu'un qui gérait une salle d'arrêt d'essai justement, et il disait qu'ils avaient perdu 20% de spectateurs avec le Covid. Les cinéplex avaient perdu 20%, les salles d'arrêt d'essai un peu moins, 10%. De spectateurs par rapport à avant, mais qu'ils avaient encore malheureusement du mal à retrouver leurs chiffres d'avant le Covid aujourd'hui. Okay. En tout cas en France. En France, okay. En Suisse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est aussi intéressant de voir que les cinéplex, les multiplex ont perdu plus que l'arrêt d'essai. Peut-être justement, c'est pas le même rapport au cinéma aussi. J'ai l'impression un public plus fidèle, plus attaché à quelque chose de précis. Parce que les cinéplex, ça te balance que ce qui va marcher. Et les autres prennent des risques. Donc prendre des risques, c'est quand même prendre des bonnes décisions, selon moi. Et du coup, en parlant de public un peu suisse, c'est quoi l'état un peu du documentaire dans la culture suisse? Est-ce que tu connais un petit peu, tu as pu voir un peu? Nous, on était au Québec et le documentaire, surtout québécois, était très valorisé. Mais et marchait aussi. Et marchait très bien, surtout dans les petites salles de cinéma. Mais j'ai l'impression, en tout cas une personne qui dirige un cinéma m'a dit que le documentaire c'était pas non plus si populaire en Suisse, ça marchait pas très bien. Est-ce que tu as pu remarquer des choses par rapport à ça? Je suis un peu partagé, c'est vrai que si on compare fiction et documentaire, c'est clair que la fiction va beaucoup plus attirer de gens, mais le documentaire en Suisse a une vraie vie, a des vrais soutiens et a des vrais films, magnifiques films qui sortent. Chaque fois, je ne vais pas parler que de ce festival, ma vision du réel, chaque fois je vois des films incroyables. Ce n'est pas que des films suisses, mais des documentaires. Le documentaire est loin d'être mort et il est en train de se renouveler d'une autre manière. On le voit sur YouTube aussi, il y a des documentaires qui sont un peu tournés d'une autre façon. Et je pense qu'il y a un avenir assez radieux. En tout cas, le seul problème, c'est qu'on est de plus en plus à en faire, donc c'est de plus en plus dur de montrer son film. Il faut juste avoir une idée originale et qui touche les gens, je pense. C'est déjà la base avant de vouloir faire quelque chose qui marche. Et d'ailleurs, ça me fait penser... pourquoi le documentaire avec Doc It Yourself? Est-ce que le documentaire, par ses énergies propres, en tout cas sa forme, est peut-être plus propice à accueillir le collectif selon toi, ou que la fiction par exemple, ou c'est juste toi tu avais une sensibilité particulière au documentaire? Ça c'est une grosse discussion au sein du collectif. C'est qu'on s'appelle Doc It Yourself déjà. Le nom c'est dur. Dans les statuts on a vu qu'on peut faire de la fiction aussi, c'est pas un problème, mais les membres en tout cas ont envie de faire plutôt du doc avec Doc It Yourself tant qu'à faire autre chose avec une autre association. Donc, c'est pas parce qu'on fait partie de Doc It Yourself qu'on peut pas faire partie d'autres associations.
Et vaut mieux se concentrer sur quelque chose finalement que vouloir s'éparpiller partout. Moi, je suis ouvert à faire de temps en temps une petite fiction. Là, je suis en train de préparer un court-métrage de fiction pour le Courge-métrage, un festival à Neuchâtel, dans 2 jours. Un peu de stress. Ah oui, quoi. Et plein de membres de Doc It Yourself vont m'aider sur mon tournage, comme j'ai pu aider il y a 2 jours une autre membre de Doc It Yourself à faire son film. Donc il y a un peu cette idée, restons dans le documentaire parce qu'il vaut mieux spécialiser et être pris au sérieux à la fin, parce que si on commence à vendre n'importe quoi, les gens ne vont pas comprendre ce qu'on fait. Donc on a un peu une ligne. Et après, pourquoi pas faire des fictions ensemble ou fictions avec d'autres associations qui sont plus spécialisées, qui ont peut-être une meilleure vue ou un meilleur moyen de les produire que nous, on aurait. Mais du coup, la question un peu piège, qu'est-ce que vous définissez par documentaire comparé à la fiction? Ouais, j'étais obligée de la poser quand même. On est un podcast documentaire, on se pose constamment la question. Je pense qu'à chaque film, on essaie de redéfinir des limites. Ouais, c'est filmer le réel sans faire de deuxième reprise. Il y a pas c'est avoir les moments naturellement et pas de demander à nos protagonistes qu'on suit de faire quelque chose, mais d'avoir le côté naturel. En tout cas, c'est pour le documentaire d'immersion. Après, évidemment, il y a des documentaires plus télévisuels avec des questions qu'on pose et on sait exactement les réponses qu'ils vont donner. Enfin, on ne sait pas exactement, mais on sait là où on a envie d'aller. Mais un documentaire, c'est quand même un réalisateur qui parle d'un sujet et qui apporte son point de vue sur ce sujet. Quelle est la différence avec les fictions? C'est tout simplement que on va filmer des moments de vie qui ne sont pas prévus, alors qu'une fiction, c'est quelque chose de préparé avec une équipe. Déjà, le nombre de personnes dans le tournage documentaire, on est 2 ou 3. En fiction, on est 20 ou 50. Il y a plein de petites choses qui jouent. Le budget aussi, entre 200 000 pour un documentaire et au moins 2 millions pour une fiction, c'est quand même... je parle de budget qui sortent le plus souvent. Il y a quand même un prix, et puis après, c'est le nombre de personnes qui vont voir tes films, quand même un petit peu moins, et plus difficilement atteignable au cinéma, le documentaire, à moins qu'on ait une personnalité connue qui fasse venir les foules. C'est un peu la triste vérité du documentaire, c'est qu'en salle, c'est dur de le faire vivre. À moins qu'on ait un sujet vraiment qui parle d'un lieu spécifique, et là, ça marche. Oui, on dit souvent que c'est un cinéma pauvre, le cinéma documentaire, mais que c'est aussi sa force, cette pauvreté-là. Est-ce que c'est aussi ça qui le rend peut-être plus propice au collectif? En tout cas, ça a des enjeux différents qui le rendent plus efficace à accueillir le collectif? Je dirais pas que ça le rend plus efficace ou que c'est mieux. C'est juste une autre manière de travailler. Il y a besoin de moins de personnes. Donc le collectif est plus petit. Voilà. C'est moins compliqué à organiser quand tu as 5. Je remarque, si on est 5 réals ou 25 comme on était à Train Station, c'est quand même une autre organisation. Et je pense que... Je souhaite en tout cas que ça se fasse aussi pour la fiction, parce qu'il n'y a pas de raison. Et peut-être avec notre collectif de collectifs farcis, ça va le devenir. Mais reparlons-en dans 2 ans et je vous le redis. Un autre truc que je voulais demander, c'est du coup, tu parlais de cinéma itinérant. Est-ce que c'est un terme que vous avez vous-même inventé ou est-ce que c'est repris d'une tradition cinématographique? J'ai lu que c'était du coup amener le cinéma dans la rue. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là, on a réfléchi longtemps avant de trouver la formule, parce qu'il y avait aussi un cinéma ambulant, c'était l'autre idée. Ça existait déjà, il y a d'autres, en tout cas en France, j'ai vu que d'autres le faisaient, qui est assez populaire. Mais à nouveau, je ne me souviens pas du nom. Nous, on avait une idée assez simple, c'était comment rendre accessible le cinéma à des gens qui ne sont pas forcément directement concernés et qui n'ont pas forcément le budget pour aller au cinéma. Et on s'est dit, voilà, la réponse est leur apporter le cinéma au prix qu'ils veulent bien mettre. On fait tout à prix libre. Donc...
Je me suis perdu avec la question. Est-ce que c'était vous qui avez inventé le terme et qu'est-ce que ça voulait dire Oui, concrètement? c'est tout simplement qu'on plie nos bagages et qu'on va dans différentes villes pour une projection. À l'idée de base qui a tenu 1 an, c'était de tout faire à vélo. Mais on s'est vite emmêlé les pinceaux et c'était beaucoup trop loin et trop compliqué et trop de temps et trop tout. Donc On te rappelait qu'il y avait des montagnes en Suisse. Ouais, c'est ça. Et que pas tout le monde était toujours disponible en journée. Donc il y avait un peu une remise en question. Mais ça peut être remis sur la table à notre prochaine édition en se disant faisons une petite tournée que dans le canton de Neuchâtel et le reste on le fait en train ou je sais pas. Et il y avait deux inspirations en Suisse qu'on avait, c'était road movie, que vous connaissez certainement, qui passent avec leur camionnette dans des villages. Et ça, je trouve fascinant, c'est génial. Puis ils apportent un peu des films qu'ils choisissent eux. Bon, il y a une sorte de sélection qu'ils font, mais c'est toujours super. Et puis il y avait Cinéma du Sud par Helvetas, je crois, qui faisait tout à vélo, du coup, pendant 3 mois. Ils pendaient une toile un peu n'importe où dans le parc et ils faisaient leurs films. Je trouvais ça formidable et souvent avec de l'énergie solaire. Donc, ces deux nous ont inspirés. Malheureusement, le Cinéma du Sud n'existe plus aujourd'hui parce qu'ils ont dû faire des choix de financement et c'est le cinéma qui a sauté, malheureusement. Il reste du Sud, du coup. Voilà, oui, Helvetas, ça existe toujours. Heureusement. Pardon, j'avais envie de faire une blague. Oui. J'ai pas capté tout de suite. Oups. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette forme collective, on le retrouve dans la production, aussi dans la distribution, dans les festivals. Mais je trouve que, en tout cas dans les films que j'ai vus, on le retrouve aussi à l'écran. Tu parlais de ton film sur Alterna Suisse, qui est aussi un film qui s'intéresse aux créations collectives et puis en plus à plusieurs personnes, ou même Train Station, qui comme a été fait à 25 personnes, il y a aussi, vu que c'est plein de petits segments, on voit aussi le collectif est apparent, je veux dire, à l'écran. Et même dans Génération Sacrifiée, c'est des militants, donc il y a aussi cet aspect associatif, collectif. Donc est-ce que c'est conscient, on va dire, de s'intéresser aussi à des sujets qui mettent de l'avant le collectif, ou c'est presque la conséquence de travailler en collectif? C'est la conséquence, c'est les sujets qui nous intéressent. Nous, on est très intéressés par ce genre de sujets un peu sensibles. On est ouvert un peu à tout, mais c'est un peu les sujets qui nous sont venus naturellement en discutant autour d'une table. On se sent concerné, on réfléchit à comment parler d'un sujet sans faire la morale avec ce sujet. C'est aussi un gros sujet. Et non, en fait, ça vient naturellement. Tous ces collectifs, ces groupes de gens qui se rassemblent et qui ont une horizontalité sans vouloir de chef, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais qu'on trouve un peu compliqué à appliquer. Souvent, quand on produit quelque chose et que je ne suis pas dans le coin, ils ont besoin que je sois là pour un peu les motiver, certaines personnes. Donc il y a un petit peu, on se tâte, on regarde. Moi j'aimerais bien justement qu'on soit horizontal, mais je vois la difficulté que c'est d'être horizontal. Et on s'inspire tout simplement de ces mouvements, de toutes ces... j'ai le mot qui ne me vient pas aux lèvres, c'est ces épiceries solidaires où il y a une 50aine de personnes qui travaillent ensemble. Ouais, j'ai pas non Épicerie plus le mot. solidaire. Ouais, épicerie solidaire. En gros, c'est 50 personnes ou 100 ou 200 qui se mettent ensemble pour choisir leurs produits, d'où ça vient et qui évitent d'aller consommer ailleurs. J'ai pas le mot en tête. Je connaissais pas. À part épicerie solidaire que j'ai déjà entendu. Justement, ça existe aussi pour les bâtiments. Des gens achètent des bâtiments pour les sortir. Ah oui, communautaire finalement. Communautaire, mais il y a un mot. Peut-être que ça va revenir avant la fin du podcast. Mais moi, j'avoue que même si je suis très pour et j'ai toujours été très enthousiasmée à l'idée de créer des collectifs horizontaux, aujourd'hui, c'est un mot qui parfois me fait un peu peur, notamment parce que c'est beaucoup utilisé dans des entreprises pour cacher des rapports de force et du coup qui en sont presque plus violents parce qu'on les voit plus. Nous on est horizontal ici, tu peux tout nous dire, mais en réalité il y a une hiérarchie derrière qui est cachée par juste en fait où ça s'arrête au discours finalement. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas une peur que vous aviez? Est-ce que du coup il y a un travail qui est fait sur conscientiser là où est-ce qu'il y a quand même du pouvoir et comment le travailler? Alors on n'en est pas à ce point-là. Et c'est vrai que c'est en gros
j'aime pas ce mot, mais c'est un peu moi qui dirige certaines choses pour l'instant et j'essaie de m'en détacher au plus possible. Et je vois que certaines personnes ont besoin d'avoir quelqu'un à suivre, tout bêtement. En tout cas, parce que certaines personnes n'ont pas envie d'avoir trop de responsabilités. Il y a aussi ça. Hein. Et que des fois, de le faire tout seul, on se sent un peu plus perdu que si quelqu'un est là pour te dire bah non, en fait, c'est ça que tu dois faire ou c'est cool si tu peux faire ça. Enfin, voilà, il y a des personnes qui peuvent pas, j'ai l'impression, travailler en horizontalité, ont besoin d'avoir quelqu'un pour se reposer sur elles. Et je pense que ça peut très bien marcher, mais c'est le nombre. Je pense que plus de personnes il y a, plus difficile c'est. Après, pour moi, horizontalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais personne qui prend le lead. Simplement que ce lead, il est par exemple contextuel. Si tout d'un coup, c'est justement pour faire un groupe de travail sur le scénario, et ben, ta responsabilité s'arrête une fois que ce groupe de travail est terminé. Et moi, j'ai l'impression que ça, c'est plus horizontal que de se dire il n'existe jamais de rapport de pouvoir et personne ne prend des leads. Parce qu'effectivement, sinon, j'ai l'impression que les choses ont souvent tendance à ne pas avancer. Surtout parce qu'on vit dans une société qui est pétrie de rapports où des gens doivent prendre le lead. T'es hiérarchisé dans tous les aspects de ta vie. Et puis là, maintenant, il faut que tu te... Comme si tu avais été un peu horizontal toute ta vie, quoi. Je pense que c'est difficile aussi de se défaire de ces hiérarchies-là que tu subis au travail, par exemple. Ouais, ça s'apprend. Je pense que c'est des choses qui s'apprennent et savoir à bien le faire aussi. Je pense que toujours des idées sont extraordinaires dans la tête, mais quand elles sont mises en place, on réalise que voilà, quand tu es 40 personnes, il y a 40 personnes qui ont un avis différent. Donc, il faut être d'accord qu'on ne va pas avoir les choses comme on a envie, mais comme un collectif le veut, si on travaille comme ça. Je pense que c'est une base sur laquelle il faut y aller. Et après, ça peut, je pense, ne pas fonctionner dans une entreprise où il y a un gain pécunier, parce qu'il y a toujours l'argent. Au moment où il y a de l'argent, c'est plus compliqué. Oui, mais j'aime bien cette idée quand même de comment dire ça, de mettre son art en danger dans l'idée qu'on va pas faire celui qu'on veut, mais celui du collectif. Je trouve que c'est un truc L'histoire des égos, on revient. Oui, exact. Et même, pour moi, c'est vraiment ça aussi, être en collectif. C'est du coup mettre en danger sa pratique, parce qu'elle va être transformée par le groupe. Ouais, et en plus, personnellement, je crois fortement que la seule chose, la trace qu'on peut laisser en tant qu'artiste, c'est nos œuvres et c'est pas nous-mêmes. C'est ça qui va résonner sur les personnes. Et donc, il faut arrêter de tout vouloir se attacher à soi et faire les choses pour faire évoluer les autres sans attendre de retour. Un peu comme la première loi du bouddhisme, je crois, c'est aime sans attendre d'être aimé en retour. Et on devrait tous être comme ça, à mon avis. Mais d'ailleurs, est-ce que vous inspirez d'autres collectifs ? Parce que cet idéal de faire du cinéma en groupe, c'est quelque chose qui a traversé quand même toute l'histoire du cinéma. Après mai 68 en France, il y en a beaucoup qui se sont créés. Juste pour les citer, le groupe Tsika Vertov autour de Godard, le groupe Medvekin autour de Chris Marker, par exemple. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous avez ça en tête en disant eux ont essayé, on va apprendre de leurs erreurs, ou on va pas faire comme eux, ou au contraire, on va essayer de continuer, ou c'est pas du tout quelque chose auquel vous pensez ? On pense pas trop. C'est vrai qu'on s'inspire, comme j'ai dit, road movie, cinéma du Sud, on s'inspire de ce qui a existé, ce qu'on trouve bien, sans vouloir faire la même chose. Donc on veut avoir notre identité au plus possible. Après, si d'autres s'inspirent de nous, on est très contents et on n'a pas de problème avec ça. À nouveau, c'est un truc où si on arrive à motiver des gens, et même s'ils ne nous rejoignent pas à faire des choses de cette manière-là, on aura gagné ce pari invisible de créer des gens collectivement plutôt que de les mettre en concurrence. Trop bien. Je sais pas si tu as... Oui, on peut peut-être terminer cette entrevue sur les questions actuelles aujourd'hui du financement de la culture en Suisse, parce qu'on vit aujourd'hui une période en ce moment où effectivement il y a des coupes budgétaires très, très élevées. Déjà, la première question, comment vous percevez en tout cas ce nouveau rapport à la culture qui est peut-être en train de se créer, ou les baisses de financement? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Comment vous appréhendez ça? C'est vrai qu'on s'en réjouit pas. C'est parce qu'on pose souvent cette question et personne s'en réjouit bizarrement. Moins d'argent.
C'est quelque chose, évidemment, qu'on ne se réjouit pas, mais on est tous assez conscients que à notre échelle, on fait tous un travail à côté du cinéma. Josua, par exemple, que j'ai déjà parlé, lui, il vit de donner des cours à des enfants, mais ce n'est pas faire du cinéma directement. Personnellement, j'ai travaillé dans une télévision pendant quelques années, à côté, en tant que technicien, mais ça ne vaut pas exactement ce que je voulais. Et beaucoup, en tout cas, font ça, ont un gagne-pain qui est aussi souvent passionnant à leurs yeux. Mais au niveau du cinéma, c'est pas l'argent, c'est pas une fin que d'avoir de l'argent. C'est plus une passion. Après, oui, pour des gens qui vivent de ça, qui comptent sur ça, c'est très dur. Et je pense que de couper de l'argent dans la culture, c'est un peu couper les ponts avec où on est et d'où on vient, parce que c'est souvent la culture qui fait notre identité. Il y a d'autres choses, évidemment, mais la culture est pour moi un des points dominants de reconnaissance de qui on est aujourd'hui. Non, je me demandais, je faisais un parallèle parce qu'au Québec, il y a aussi eu des grosses coupes dans la culture l'année passée. Et il y a eu des grosses mobilisations en fait, des artistes pour retrouver le financement. Et d'ailleurs, ça a abouti, je crois qu'ils ont retrouvé. Et je me demandais, est-ce que tu penses qu'en Suisse, ça pourrait arriver ? Est-ce qu'il y a une solidarité entre les artistes en Suisse qui pourrait faire... Alors, comment répondre à cette question sans que tout le monde me déteste ? Tu peux dire non. En Suisse, on n'est pas une population qui va beaucoup manifester. J'ai l'impression plus avec les nouvelles générations. Mais je me souviens, moi, la première manifestation que j'ai faite, j'ai 41 ans, c'était contre la guerre en Irak. Et il n'y en avait pas eu de toute mon existence, enfin de ce que je savais avant ça. Et il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que c'est pas dans le cœur, dans la manière de fonctionner des Suisses d'aller manifester. Je pense qu'il y a d'autres moyens qui peuvent aussi faire du bruit. Tout simplement, je vais pas dire de bêtises. J'allais dire quelque chose, je sais pas. Créer de l'art pour manifester contre ça, mettre des gens ensemble et puis pendant 2-3 ans parler que de ça, par exemple, et se mettre ensemble avec les plus grosses pièces de théâtre comme les plus petits films, je sais pas. Après, personnellement, les politiques aujourd'hui, j'ai plus aucune confiance en aucun politicien d'aucun pays. Je commence vraiment à être désespéré et me dire que c'est peut-être ça la base qu'il faudrait faire. C'est un peu... moi, je suis un grand rêveur, mais un peu enlever ces politiciens, comment on dit, payés, véreux. De profession. De profession, exactement. Et mettre des assemblées citoyennes où... Déjà, à mon avis, ça aurait plus de sens de mettre des gens qui sont en contradiction, de les faire parler et de trouver un plan ensemble et de se baser là-dessus. C'est très idéaliste que je dis, mais j'aimerais bien déjà économiser de l'argent en arrêtant de payer tous ces politiciens. Je pense que ça serait déjà pas mal d'argent avec tout ce qu'ils dépensent. Et ramener la politique au peuple, finalement. Ça, là où... exactement. Le sens même du mot, finalement. J'ai vu un article du Monde, je crois, qui disait même en Suisse, la paix sociale s'ébranle ou quelque chose comme ça. Même en Suisse. Oui, c'était vraiment même en Suisse. En gros, même en Suisse, il y a des manifs, quoi. Mais oui, et peut-être pour rebondir là-dessus, vu que maintenant Doki Turcel fait aussi en France, est-ce que tu vois des différences en termes de financement ou en tout cas de perspective entre la Suisse et la France ? Alors, en France, c'est un peu plus compliqué parce que ça ne marche pas autant qu'en Suisse. Le collectif ne s'est pas formé comme je voulais qu'il se forme. Et à nouveau, ce côté horizontal que je voulais n'a pas marché. Donc, c'est un peu... On n'en est pas encore au moment où on demande des financements. On est plutôt au moment comment on va faire pour juste survivre. Parce que il y avait vraiment un engouement au début. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui sont arrivés et il y en a quand même une vingtaine qui sont restés pendant un moment. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu effrité. Mais on avait fait les statuts, on avait tout fait pour que ça puisse prendre vie.
Et ça s'est effrité, mais voilà, il est un peu en stand-by. Encore quelques-uns on a rattaché un peu le groupe français au groupe suisse. Donc je peux pas faire une vraie réponse là-dessus. C'est plus compliqué que prévu de lancer le projet dans un autre pays, car l'idée était de pouvoir avoir des productions et des antennes dans plusieurs pays pour coproduire ensemble, comme j'avais l'idée de faire dépasser les frontières et de créer du cinéma international, qui serait mon grand rêve. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Je ne sais pas si des fois on termine par une recommandation culturelle. Ah oui, on a oublié totalement les recommandations. Je sais pas si tu as quelque chose à recommander, tu peux prendre le temps de réfléchir. Mais un livre, un jeu. C'est pas obligé d'être actuel, hein. Ça peut être quelque chose qui... Non, des choses actuelles que j'ai pas encore vues. Aucune obligation. Je sais pas, un livre, un jeu de société, une expo. Ou si t'as pas, moi j'ai deux trucs qui me viennent en tête. Je suis en train de lire un livre de Carrère, Le Royaume, parce que je suis en train de faire mon tournage sur les moines, donc je trouve très intéressant. Il parle un peu de la religion et des apôtres, de ce qui se passe après, et c'est vraiment très intelligent parce qu'il était chrétien et il l'est plus. Et il explique un peu comment s'est créé les évangiles, et c'est fascinant. Et il était critique de cinéma aussi. Exactement, il a fait des documentaires, et c'est quelqu'un de brillant. Et son livre est extraordinaire si vous vous intéressez un peu à ça, même si je sais que le christianisme, c'est pas la chose la plus sexy qu'on peut proposer aujourd'hui. On a interviewé un réalisateur qui a fait un film sur théologie de la libération. Voilà, le christianisme en Amérique latine, incroyable. Qui s'est lié au peuple pour les révolutions. Donc ça nous intéresse aussi. On encourage les gens à s'y intéresser parce qu'il y a des choses quand même assez fun à voir. Et moins fun aussi dans le christianisme. Moins fun aussi. Exactement. N'importe quelle religion, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être prises dans tous les sens. Et le deuxième, c'est un film que j'ai vu il y a 2 ou 3 ans, c'est Beau is Afraid. Oui. Ari Aster. Avec Ari Aster. Pour moi, c'est un des films les plus impressionnants que j'ai vus ces dernières années. Okay. On est là dans la tête d'un paranoïaque et on voit ce que le paranoïaque voit. Donc, il n'y a aucun sens dans ce film à certains moments, et c'est extraordinaire. C'est pas conseillé pour les personnes qui ont besoin de logique, mais ce film est grandiose. Pour moi, c'est un des plus grands films de ces 10 dernières années, à titre personnel, là, évidemment. Je l'avais pas lu comme dans la tête d'un paranoïaque, ça explique mieux le film. le début, moi j'ai à Montréal, parce que tourné à Montréal, juste à côté de où on habitait. Et toute la scène de début, moi je trouve ça extraordinaire quand il est chez lui, qu'il entend des bruits. Tout ça, c'est exactement. Quand il va sur la rue, il a l'impression que tout le monde lui court après. Enfin, c'est très drôle aussi le début, mais même tout le film. Mais le début m'a fait beaucoup rire. Trop bien. Est-ce que tu veux recommander quelque chose à Alex ? Oui, moi je vais recommander un film que j'ai vu au Filmart qui s'appelle Chronique de l'absurde de Miguel Coyula. On en a un petit peu parlé avec les programmateurs, mais c'est un film cubain. Et en fait, ça parle d'une des actrices de ce film qui se fait virer de l'association des acteurs de Cuba, ou du syndicat des acteurs, sauf qu'il n'y en a qu'un seul à Cuba, et on est obligé d'être dans ce syndicat pour jouer. Et donc, elle essaie de se battre un peu pour ne pas être virée de ce syndicat-là. C'est documentaire. Et en fait, le film est constitué uniquement des enregistrements qu'elle a avec les institutions cubaines. Donc, elle a, je pense, enregistré clandestinement. Et on a juste l'audio avec les sous-titres. Et pour imager les gens qui parlent, il a pris des peintures ou des photos. Et c'est juste ça, le film. Et après, ça se développe un peu avec d'autres institutions. Il y a des policiers à un moment donné, parce qu'ils ils doivent aller au poste. Et ils parlent avec les policiers parce que c'est des artistes engagés. Donc le pouvoir est pas très content de ce qu'ils font. Et ce que je trouvais très impressionnant, c'est que ce dispositif-là, des sous-titres et des peintures, et c'est quasiment que ça le film, et pourtant t'es happé par cette histoire, par ces discussions et ça parle aussi de l'art, de qu'est-ce que doit être l'art dans une situation comme à Cuba où effectivement les libertés individuelles n'existent pas toujours, et donc qu'est-ce que peut faire l'art, quelle attitude doit avoir le gouvernement face aux artistes, tout ça, et c'était vraiment passionnant. Trop bien. Oui, moi je vais recommander un livre, un ouvrage collectif publié chez Paulette Éditrice, qui est une maison d'édition suisse, qui est la première et seule maison d'édition suisse à avoir une collection LGBTQIA+, même 2 collections d'ailleurs. Et le livre s'appelle Dustan, l'héritage.
Et donc, c'est un livre en hommage à Guillaume Dustan, qui est mort en 2005, qui était donc un écrivain français, un écrivain qui parlait beaucoup de son vécu en tant qu'homme homosexuel. Et le concept de l'ouvrage, que je trouve assez génial, c'est de chercher dans les écrivains et les auteuristes actuels l'héritage Suisse, pas que suisse, il y Pas a que des Suisse, français aussi, d'accord. l'héritage de Dustan. Donc pas forcément consciemment, mais de voir des littératures et des écritures qui ont été permises par la sienne. Et le livre est super, c'est très varié, il y a plein d'articles et de textes très beaux, et en plus on en apprend un peu sur Guillaume Dustan. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de lire Dustan, que je lis maintenant, parce que je ne l'avais pas lu avant. Et enfin voilà, c'est un très bel ouvrage que je conseille aussi. Merci beaucoup. Chouette. C'était super. Je vous remercie en tout cas de ce moment et de ce partage. Enfin, c'est moi qui vous ai partagé ma vie. Mais... Merci à toi. Merci à toi pour ce partage. mais de vous avoir rencontré, d'avoir vibré avec vous pendant cette heure, je crois. Merci. Merci et à la prochaine.